Ah oui. Alors bonjour. Ah ouais, de vérité, qui est d'accord avec moi. Super, merci beaucoup. C'est gentil. Le RIC, c'est quoi? Voilà, c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. En tout état de cause, s'il devait y en avoir un, il faudrait que ce soit le RIC, à mon avis, en toute matière, déjà. Mais au-delà de ça, le RIC, c'est quoi? Pour moi, le RIC, c'est retrouver, tout simplement, redonner au peuple la République qu'on nous a volée. Voilà, la souveraineté populaire, oui. Bon, moi, je m'exprime avec mes mots. Ainsi que la démocratie, mais en fait, on a appelé ça le RIC, mais c'est tout simplement ce qu'il faut, c'est que les décisions, contrairement aux habitudes qu'on a prises depuis X années, il n'y a plus qu'un seul homme qui prend toutes les décisions pour tout le peuple français. Finalement, le RIC, dans notre esprit, c'est ça. Au-delà, bien entendu, de tout ce que peut nous apporter le RIC en toute matière, bien entendu. Parce que si c'est pour avoir le RIC d'initiative tel qu'il est, parlementaire tel qu'il est aujourd'hui, avec 5 millions de signataires et je ne sais pas combien de parlementaires, non. Quelques centaines de parlementaires. Quelques centaines de parlementaires. Voilà. C'est quelque chose qui ne verra jamais le jour. Et d'ailleurs, on a des tracts sur le RIC là. Depuis 2007, je crois qu'existe ce système de RIC. Il n'a jamais été appliqué, quoi. 12 ans, ça fait 12 ans après, il n'a jamais été. Il a dit que c'était un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, mais on y ajoute écrit par nous-mêmes, pas écrit par les parlementaires, pas écrit par les députés. C'est important de préciser, écrit par nous-mêmes. Les mots ont leur poids, ont leur pouvoir, ont leur puissance et c'est important de le souligner. Ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des détails qui sont marqués dans la proposition? Vous voulez que je le lise? Oui. J'y vais. Alors, pour un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, le pouvoir de l'initiative, le référendum d'initiative citoyenne, c'est la possibilité pour le peuple, 100 000 personnes par exemple, de se poser à lui-même les questions qu'il juge importantes et ensuite d'y répondre à la majorité en décidant effectivement, en passant au-dessus de ses représentants du moment. Que ce soit les représentés qui soient les maîtres du jeu et pas les représentants. Il faut préciser qu'il en existe 4 sortes, très complémentaires. Par référendum législatif, les citoyens seraient appelés à se prononcer pour une loi que les députés ne veulent pas. Par référendum abrogatoire, les citoyens seraient appelés à se prononcer sur l'abrogation totale ou partielle d'un traité, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi. Par exemple, RIC abrogatoire pour annuler la loi travail, pour abroger les ordonnances Macron, pour invalider la loi sur la hausse de la CSG ou encore supprimer les lois de désindexation des salaires et des retraites. La liste est longue, des lois scélérates que le peuple pourra détruire grâce au RIC. Troisième, par référendum constituant, les citoyens pourraient réviser eux-mêmes la Constitution. Par exemple, RIC constituant pour changer le statut des élus, des ministres, pour régler leur salaire, leur totale absence de privilèges, pour établir leur véritable responsabilité, pour garantir leur honnêteté, en imposant par exemple un casier judiciaire vierge aux candidats à l'élection, pour sortir du traité de Lisbonne et de sortir de notre Constitution. Par référendum révocatoire, les citoyens pourraient obtenir à tout moment la destitution d'un représentant, d'un élu, d'un ministre, d'un haut fonctionnaire. On vous laisse imaginer des exemples. Et pour revenir, on fait évocation au traité de Lisbonne, qui a été en 2007 le remodelage du traité constitutionnel sur l'Europe, qui avait été refusé par 55% des Français. Et là, c'est un déni de démocratie qui a été fait par les gens comme Sarkozy, puisque c'est lui qui était le maître d'œuvre de cette histoire-là,
par Hollande qui aurait pu l'empêcher et puis par Macron qui l'a prolongé. Voilà. Alors les revendications des Gilets jaunes, elles sont très nombreuses, mais on peut les résumer en 4 revendications essentielles. La première, c'est qu'il y a un rejet total de la misère qui est installée en France depuis une quarantaine d'années. Donc il y a aujourd'hui 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, il y a 600 bidonvilles. Toutes ces sources, elles sont facilement vérifiables parce que c'est l'Observatoire des inégalités qui les a données, qui est un organisme reconnu. Donc il y a cette misère qui est installée. Il y a des salaires, même dans la fonction publique, par exemple les assistantes de vie scolaire qui vivent avec un salaire en dessous du seuil de pauvreté et des emplois précaires. Donc, il y a toute cette précarité, la suppression massive de tous les fonctionnaires qui sont nécessaires dans la santé, les EHPAD, tout ça. Donc ça, c'est la première tranche de la revendication, c'est l'augmentation générale du pouvoir d'achat et des retraites. Parce que les retraites, c'est pareil. Il y a énormément de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. La deuxième revendication, elle serait plutôt environnementale, parce que la taxe carbone pour la population, le gouvernement est prêt à la mettre en place, mais la taxe carbone pour tous les produits qui viennent sur des porte-conteneurs ou dans des avions avec des pollutions incroyables et qui viennent d'endroits où les productions ont été localisées parce que la main-d'œuvre est la moins chère et l'exploitation la plus féroce, ça c'est la deuxième tranche qui nous concerne. Nous, on voudrait que tous les produits qui viennent sur des porte-conteneurs soient taxés pour la pollution qu'ils entraînent, et on voudrait qu'on relocalise les productions parce qu'il est hors de question que la France vive avec 6 millions de chômeurs alors qu'il n'y a que 600 000 offres d'emploi qui sont proposées pour les chômeurs. La troisième, elle est sur l'injustice fiscale. On sait aujourd'hui que les grosses entreprises du CAC 40 payent moins d'impôts qu'il y a 10 ans, alors que dans la même tranche de temps, la population paye plus de 10% d'impôts supplémentaires. Et on parle que de l'impôt, on ne parle pas des taxes qui, elles, ont largement augmenté, comme la CSG par exemple. Et la quatrième grande revendication, elle est démocratique, avec un RIC intégral, qui permettrait d'avoir un contrôle sur les lois, sur les élus, qui pourrait même être révocatoire et qui pourrait être aussi législatif en remettant en place des lois qu'on souhaiterait remettre par le vote majoritaire du peuple. Donc voilà, en gros, 4 revendications qui sont un petit peu à tiroir, mais qui couvrent l'ensemble des demandes de la population et à laquelle la plus grande partie de la population souscrit. Alors, nous sommes ici à Bagnols-sur-Mer. À Bagnols-sur-Mer, d'après l'INSEE, il y a la moitié des ménages qui vivent avec un revenu sous le seuil de la pauvreté. Le revenu médian à Bagnols est de 1 670 €. Est-ce que tu penses qu'ici, ça va mieux qu'ailleurs? Ah non, mais Bagnols est aussi concerné. Bagnols, c'est pas le dernier village des Gaulois. Bagnols, ils sont complètement concernés par la vie difficile, par la vie chère, par des loyers encore plus chers que dans le reste du département, le plus souvent. Donc la vie est beaucoup plus difficile à Bagnols encore que dans le reste du département, mais globalement dans les Pyrénées-Orientales c'est sinistré, on le voit d'ailleurs, c'était le verger de la France et aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a plus de friches que de culture.